Hello, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez apprécié le petit nouveau générique. J'ai passé une petite partie de l'après-midi à le faire. Je me suis dit il était temps d'actualiser un petit peu, de remettre des choses plus récentes. Donc voilà, j'espère que ça fait plaisir. Normalement, il y a un petit peu tout le monde. Il y a du Martins, il y a du Mektounif, il y a du Giusti, il y a du Naël, il y a du Gilter, il y a du Deligny, il y a de la F4 France, un petit peu de Caranta, il y a aussi peint les images déjà de l'an dernier. Bon, salut, salut à tous quand même. Salut à tous, mais voilà, j'étais assez fier de ce petit générique. Je suis content que ça change un petit peu. Je vais en profiter avant de commencer, puisqu'évidemment là on se retrouve pour le live de preview de F2, de F3, live de la F3 qui reviennent au Red Bull Ring. Souvent on a des manches très intéressantes au Red Bull Ring. On va aussi parler du week-end dernier, ce qu'il s'est passé. Je vais en profiter pour remercier les follow les plus récents, c'est-à-dire Sabrine Zani, IMV1NI, Pierre ALP et Arthur Dorisson. Merci beaucoup Arthur pour le follow, écoute, ça fait plaisir. Merci beaucoup à Julien Enjav pour son 11e mois de sub. Merci beaucoup à toi. Ouais, Skip, j'ai manqué la seule course où Lisa Billard fait une grosse performance, mais pas dégoûté, t'inquiète. Alors en soi, c'était pas sa meilleure performance, hein, à Lisa Billard. Voilà, c'était pas sa meilleure performance, mais au final, ça fait des points. Donc voilà, elle a quand même réussi à profiter du chaos devant, mais on va en reparler de la F4 France. Ne vous en faites pas. Évidemment, on passe sur le petit PowerPoint, bam, voilà, magnifique, ça ne marche pas, splendide, merci. On a plus vu les prémats en F3 sur ton générique que sur le live de la F... Oui, 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 je montre la préma de Noël Léon quand il se fait dépasser par Justy, je crois. Le chaos non plus, pas vu, mais de ce que j'ai vu, tout le monde va bien, j'espère. Ah bah de toute façon, oui, enfin... Vous vous doutez bien quand même que j'aurais pas mis une image d'un crash dangereux avec des gens blessés si, enfin, je l'aurais pas mis dans le générique. Enfin, quand même, quand même. Non, tout le monde va bien dans ce crash qui a impliqué Guillaume Bouzard, Raphaël Perrard, Matteo Giacardi et Thomas Sénéclose. Thomas Sénéclose a fait quelques examens complémentaires à l'hôpital qui n'ont rien montré de particulier, mais non, enfin, quand même, voilà, voilà. Euh... Roméo Leurs aussi, oui, mais Roméo Leurs il a pu finir la course. Non, il a fini la course même en cinquième, donc il a pu continuer un petit peu. Au final, pas trop victime de ce crash. J'espère que tu sauras nous dire si Deligny regagne la confiance d'Helmut Marko actuellement. Je sais pas si je peux le redire, je sais pas si s'il est en train de regagner la confiance. En tout cas, Deligny est toujours dans les petits papiers de Red Bull. Voilà, Deligny est dans les petits papiers de Red Bull et son début de saison va dans ce sens. Maintenant, est-ce que Red Bull va accepter, enfin va re-signer Enzo Deligny pour l'an prochain? Ça, je sais pas, mais en tout cas, le début de saison d'Enzo n'est pas passé inaperçu a priori. Maintenant, voilà, est-ce que Red Bull va refaire machine arrière et revenir vers Deligny? Ça, pour le moment, c'est encore en discussion. Tu penses qu'un pilote qui surdomine un championnat de F4 a une chance de rejoindre une académie? Je me demande, Nitram Nitrin, ami belge, de qui tu nous parles, mais ne t'en fais pas. Pour une fois, j'ai même une diapo pour la F4 espagnole, j'ai pensé à toi en la faisant. Mais sinon, j'ai pas spécialement de retour par rapport à ça, même si voilà, j'ai entendu dire que je pense qu'il y aura pas mal de, comme toujours, hein, comme chaque année, mais voilà, il y aura pas mal de changements d'académie, de changements de pilotes au sein de certaines académies, comme chaque année. Donc rien de neuf sous le soleil, mais voilà, peut-être que Strauven peut faire partie de ces pilotes. En tout cas, j'ai pas d'informations personnellement à apporter à ce niveau-là. Écoutez, avant de commencer vraiment, on va commencer voilà par le débrief du week-end dernier, Eurocup 3. J'en ai pas beaucoup parlé sur Twitter. Si j'en ai pas beaucoup parlé sur Twitter, c'est qu'il y a une raison. F4 France, F4 italienne, F4 espagnole, etc. Puis ensuite, on va passer à la preview. Je croyais qu'il parlait de Alex Munoz. Nitram, il parle pas d'Alex Munoz. Mais avant ça,
On va commencer par parler ce dont on ne parlera pas aujourd'hui. Voilà, des petites informations qui sont passées, notamment voilà, toujours ce petit fil rouge qui nous occupe, le rookie test de Formule E, le rookie test de Formule E qui continue d'annoncer certains pilotes. On a eu notamment ce soir, on a eu Frédéric Vestier et Jack Crawford qui rouleront pour Andretti. Euh, voilà, et parmi les annonces très surprenantes, il y a Porsche qui a décidé d'annoncer Ayhan Güven, un pilote turc de DTM, et Elia Weiss, 34e de F4 italienne, qui va faire un rookie test en championnat du monde de Formule E, qui va passer des tréfonds, vraiment les tréfonds, 34e, c'est les tréfonds de la F4 italienne, à une voiture de championnat du monde. Elia Weiss, c'est un excellent pilote, je ne sais pas. Il est juste chez Kram, l'une des pires équipes champion de X30 karting allemand. Champion de X30 karting allemand, c'est bien, mais je veux dire, c'est un peu léger. Et puis surtout, en plus, kart monoplace, c'est pas exactement la même chose. X30 karting allemand, c'est pas non plus, voilà, c'est bien, c'est bien pour lui. Mais genre par exemple. Si on prend justement des pilotes allemands, Max Reiss, dont j'étais assez proche quand il était en F4 France, c'était un double champion d'Allemagne de karting. Et ouais, bah, au final, en monoplace, ça n'a pas vraiment percé, quoi. T'as vu la déclat de Roman Bilinski qui a dit que 80% des pilotes dans des junior teams payent très cher leur place? Non, je n'ai pas vu cette déclaration. 80%, ça m'étonnerait beaucoup. Alors ça dépend de quelles académies. Alpine évidemment oui, McLaren oui, Ferrari oui. Et sinon, bah, par exemple, je pense à Red Bull, Mercedes, Williams, beaucoup moins. Il y a peut-être quelques petits pilotes payants, mais je ne pense pas. Hein. Red Bull, McLaren, Williams. Est-ce que je pense à d'autres académies? Pas forcément. Aston Martin, on va en reparler d'un petit peu plus tard, parce que c'est quand même un sujet assez rigolo. Pas de budget, MDR ou alors Porsche oublie que Kram est nul en F4 italienne. Ouais, enfin. Ouais, bon, écoutez, voilà, je sais pas si c'est forcément une très très bonne idée, en tout cas, de passer de la F4 à un championnat du monde de Formule E. Enfin bon, grand bien lui en face, mais en tout cas voilà, et pilote de 16 ans, né en 2009, on le rappelle. Parmi des autres jeunes pilotes qui auront des opportunités sur des tests, on a Dino Beganovic et Alex Dunn qui vont rouler sur la première séance d'essai libre 1 du Grand Prix d'Autriche vendredi après-midi. Donc Dino Beganovic évidemment jeune pilote Ferrari et Alex Dunn jeune pilote McLaren. Bon, Dino Beganovic, c'est un petit peu par défaut, forcément, vu que bah, il a un début de saison de F2 qui est franchement mitigé. Mais voilà, c'est le pilote le plus haut placé sur la liste d'attente, on va dire, des pilotes Ferrari, vu que bah, il est derrière Leclerc, Hamilton et Berman. Donc bah, du coup, voilà, et Camara et Taponen sont encore en F3, du coup, bah, il est là. Mais bon, sinon voilà, difficile de voir un avenir en F1 pour lui. Salut à ceux qui rejoignent dans le chat, merci, merci Arnaud, bravo pour ton article dans Auto Hebdo cette semaine, merci beaucoup. Je suis trop heureux, trop heureux d'avoir un article à Auto Hebdo, enfin je veux dire ça, je vais pas dire c'est un accomplissement, mais un peu quand même, enfin c'est fou. Mais maintenant, j'espère que ce sera le premier d'une longue série. Mais en tout cas, je suis très content que ça ait pu se faire et j'espère que voilà, il y aura d'autres choses comme ça. En tout cas, je travaille pour qu'il y ait d'autres articles, pas forcément que des analyses, mais aussi des interviews un petit peu différentes de ce que je fais sur Twitch ou pour Feeder Series, des choses qui sortent un petit peu. Merci beaucoup Julien pour le sub à Arthur Dorisson qui était l'un des plus récents followers et qui est donc directement sub. Donc Arthur Dorisson, troisième du championnat de F4 France, on aura l'occasion d'en reparler, qui est donc abonné à ma chaîne. Alex Dunn, donc du coup, en première séance d'essai libre, Alex Dunn c'est tout simplement le leader de la Formule 2. Alors certes, c'est un leader assez controversé, on aura l'occasion d'en reparler de la Formule 2, mais voilà, il y a beaucoup de manœuvres en piste litigieuses. En attendant,
en vitesse pure, il est excellent. Il est excellent et ce n'est que normal qu'il ait le droit à des séances d'essai libre 1. Maintenant, la question pour lui, comme toujours, c'est qu'est-ce qu'on va en faire? Enfin, qu'est-ce que va en faire McLaren? Parmi les autres sujets dont j'ai évoqué rapidement sur Twitter et sur Blue Sky, on aura un pilote français en F4 indienne. Il y a un jeune pilote de 19 ans, Sachel Roger, qui va faire ses débuts en F4 indienne après avoir remporté le Formula Global Shootout Programme. C'est une sorte de compétition organisée par la F4 indienne pour avoir un baquet gratuit en F4 indienne. Il l'a gagné. Félicitations à lui, alors certes déjà 19 ans, mais 7ème de Feed Racing l'an passé, premier non qualifié pour la finale on va dire, demi-finaliste Feed, c'est pas forcément une performance mauvaise, puisque par exemple en 2023 Jules Caranta avait été éliminé en demi-finale, en 2024 Raphaël Perard avait aussi été éliminé en demi-finale, et on voit ce que ça a donné une fois en monoplace, donc à voir ce que pourra faire Roger en F4 indienne. Et on a aussi le retour de Pierre-Louis Chauvet. Voilà, j'avais fait un petit thread hier soir. Pierre-Louis Chauvet qui va faire sa première course, sa première course sérieuse, on va dire, depuis 20 mois. Voilà. Entre-temps, il avait juste fait une pige en Eurocup 3. Mais il est en feu. Tu parles de Chauvet, Homero? Ou... Parce que je sais qu'il y a les préqualifications qui sont actuellement en cours, je ne sais pas du tout qu'est-ce que ça donne. Mais en tout cas, voilà, Pierre-Louis Chauvet qui est engagé chez WRT en plus, enfin voilà, pas n'importe quelle équipe, évidemment pas dans les équipages pro, mais dans un équipage Silver sur la WRT numéro 30. Donc forcément à suivre. Voilà, et puis là, Homero, tu me dis qu'il a l'air à l'aise au niveau des préqualifications, donc c'est plutôt bon signe. On rappelle qu'il avait fait de très très bons débuts en GT Open où il avait eu 4 victoires pour le compte de Lamborghini, et malheureusement Lamborghini ça s'était un petit peu écroulé fin 2023 et du coup il s'était retrouvé sur le banc de touche en 2024 et là il a une opportunité énorme avec WRT de se montrer aux 24 heures de Spa, et a priori de ce que nous dit Homero, ça a l'air de très bien commencer. Chauvet Masterclass en F3 Asie en 2021 contre Zou, c'était exceptionnel, hein. Alors on n'était pas encore sur Twitch à l'époque, mais c'était complètement fou. C'était complètement fou, il faisait deuxième, lui il venait juste de la formule régionale européenne, et il se battait avec Zou et Daruvala, qui étaient des pilotes de F2 confirmés. C'était la folie. Puis il y avait aussi, vraiment cet hiver 2021 en F3 Asie, avec Chauvet qui joue le titre face à des pilotes de F2, et Isaac Adjar qui est la révélation et qui explose complètement après 2 années de F4, qui avait été bien, mais pas spécialement enthousiasmante, enfin, pas plus enthousiasmante que ça, on va dire, et là, il avait complètement explosé aux yeux de tous. En F3 asiatique, en 2021, il avait fait les 3 premières manches, Isaac, avant de se concentrer sur l'Africa, où il a bien sûr gagné le titre rookie, s'est imposé à Monaco et signé avec Red Bull. Mais vous connaissez l'histoire. Ouais, merci Homero pour l'article d'Endurance Info avec Pierre-Louis Chauvet. Ouais, vraiment, je lui espère, je lui souhaite que le meilleur pour cette expérience aux 24 heures de Spa. Pour le moment, il n'a signé que pour une course. Selon les performances, et selon le budget, évidemment, ça ira plus loin ou pas. T'as vu que le prochain podcast d'Hydro sera sur Alexa Quintin, directrice communication F2, F3. Ouais. Oui, en plus elle est française, elle vient vraiment à 20 km de Montbled en plus, à Annette, juste à côté de chez moi. Mais oui, j'ai vu. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Mais voilà, if I speak, I'm gonna be in big trouble. Bon, écoutez, on va commencer à parler des choses sérieuses. Quelle transition éclatée, on parle de l'Académie Aston Martin. Alors menace, non, ouais, pas menacé, mais disons, mis des coups de pression, on va dire. Mis des coups de pression. Voilà, des tweets, voilà, hein. Parfois, il y a certains tweets qui ont été supprimés, voilà, hein, au cas où. Donc voilà, l'Académie Aston Martin. On n'a pas compris ce qui s'est passé. Aston Martin, ils se sont réveillés, ils se sont dit, tiens, on va créer une académie. Mais vous avez déjà une académie, il y a Drugovic, il y a Crawford, il y a Tina Haussmann. On va créer une académie, j'ai dit. On n'avait pas d'académie avant. Avant, c'était un programme de développement de pilotes, un Driver Development Programme,
Donc là, Aston Martin a créé une académie. Le premier pilote engagé, comme je l'ai dit sur Twitter, il y avait Fornaroli qui était libre, il y avait Slater qui était libre, Gilter qui était libre, voilà, Naël, Sharp, Voisin, Bielinski, je sais pas, enfin Strauven, Olivieri, Munoz. Tu prends Mariboya. Oui, enfin Enzo Peugeot, oui, Dorisson, oui, voilà, il y avait plein de noms potentiellement disponibles. Tu prends Mariboya, 21 ans, 13e de F3 sur sa troisième année, après avoir été, on le rappelle, 17e et 15e de F3. Il y a une filiale espagnole chez Aston. Ah bah oui, enfin évidemment, Alonso place un petit peu ses chouchous, mais je ne comprends pas. Enfin, en fait, je ne comprends pas. Je fais genre que je comprends pas. En vrai, la seule argumentation possible, c'est l'argent, tout simplement. Enfin, il n'y a pas d'autre chose qui peut expliquer ça. Oui, c'est un pilote fortuné, mais je sais pas. Enfin, en plus, vraiment, ils ont annoncé ça, ils avaient l'air trop fiers d'eux, quoi. Mais enfin, je sais pas, quand vous annoncez comme premier pilote d'une académie Mariboya, cachez-le, faites-le en scred. Enfin, vous n'êtes pas censé en être fier, quoi. Oui, en plus, ça vient à la suite des tests avec Sian Shields, très excellent pilote de Formule 2 s'il en est. Euh, je sais pas, ouais, peut-être que Sian Shields sera la prochaine recrue, hein. Il a plus de thunes que Slater, Boya? Ah ouais? Attends, ça me paraît énorme là quand même. Pour le foutre en wake plus tard, peut-être, nous dit Xelang 4. Bah, c'est aussi la théorie que je me suis dit, puisque globalement. Enfin, ouais, enfin, c'est un petit peu la théorie que je me suis dit, mais. Mais, enfin. Ça me paraît. Enfin, pourquoi prendre lui? Pourquoi prendre lui voilà, il y a aucun sens sportif. Pour moi, il y a vraiment aucun sens sportif. Voilà, faut pas se le cacher. Alors, certes, Aston Martin a un projet en endurance, mais il y a aucun sens sportif. Mais enfin, c'est l'hypothèse que j'ai sortie un petit peu pour essayer de me raccrocher aux branches en mode ah, c'est peut-être. Enfin, parce que c'est clair qu'en tout cas, il n'y a aucun futur de F1. Aucun futur en F1 pour Mariboya, hein, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis à se faire là-dessus. Mais avec globalement la deuxième, troisième meilleure équipe du championnat, il est 13e actuellement. Voilà, c'est. Oui, Mariboya qui s'est en plus distingué de façon assez ridicule à Madrid lors d'un événement pour le futur circuit de Madrid où il a déglingué sa F3. Bon, écoutez, voilà. Merci beaucoup, en tout cas, à Kimi63 pour le 10e mois de sub consécutif. Et franchement, Julien Enviave et Kimi, vous régalez. Hein. 11e et 10e mois de sub, waouh, 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 waouh. Donc bon, voilà. Vraiment, Aston Martin, t'as du Stroll, t'as du Boya, mais dans le même temps, ça veut avoir les prétentions. Dans le même temps, ça a Alonso et Newey, et ça veut avoir les prétentions de jouer le titre. Bah, c'est pas sérieux. Enfin, c'est pas sérieux. Et puis, enfin voilà, en plus, tu prends des jeunes pilotes, ça n'a aucun sens pour Aston Martin d'avoir une académie de jeunes pilotes en sachant qu'il n'y a aucune place pour eux. Alonso, quand il partira, ça sera pour être remplacé par un grand pilote, style Verstappen, style Russell. Euh, enfin voilà, ce genre de pilote là. Et même au niveau du deuxième baquet, Lance Stroll, enfin je sais pas, ça sera pour être remplacé par un autre pilote. Enfin c'est pour aller chercher un top pilote. Ils ont refusé de prendre Drogovic qui était champion de F2. Enfin voilà, donc à partir de là, tu peux prendre tous les jeunes pilotes que tu veux. Il y a aucun avenir en fait. Il y a aucun avenir. Équipe de clowns, j'espère que ça va flop en 2026. C'est tellement un programme GT3 hypercar à long terme. Oui, mais dans ce cas, vous pouvez le faire. Vous pouvez faire une académie d'endurance, une académie GT. Mercedes le fait très bien. Et enfin, Mercedes, ils ont une académie d'endurance, ils ont une académie F1 et enfin voilà, ça se passe très bien. Voilà, c'est assez incompréhensible. On a quand même Aston Martin qui est lié à Adrian Newey, Fernando Alonso, Mari Boya et Sian Shields. C'est assez fort quand même. Hein. Enfin, Soyons sérieux, Mari Boya en hypercar, il y a 50 noms devant. Écoute, on a bien Lance Stroll en F1, donc à partir de là,
Alors je sais pas s'il y aurait 50 noms devant Lance Stroll par contre, en vrai. Enfin, ça fait beaucoup. Mais il y en a facilement une dizaine qui mériteraient la place de Stroll très aisément, quoi. Bon, écoutez, voilà, j'avais envie de parler de ça parce que ça me flingue de rire. Enfin, Marie Boya chez Aston Martin, il n'y a rien qui va. Il a rien qui va. Bon, allez, on va parler du débrief du week-end. On va essayer de respirer un bon coup. Merci beaucoup à ta ATS pour le follow. Alors, j'ai-t-elle... Shield, il a 16 points de super licence. Ah bah ouais, attends, il a l'Euro Formula Open. Je crois qu'il avait fait deuxième ou troisième ou deuxième, je crois. Donc il a 12... Non mais attends, 16 points? Où est-ce qu'il a pu avoir ses points ailleurs? Shields? Peut-être en Océanie ou un truc comme ça? J'ai pas trop souvenir. Ouais, deuxième d'Euro Formula, mais deuxième ça fait 12 points, non? L'Euro Formula. Puis de toute façon, pour les FP1, il faut avoir minimum 25 points de super licence. Hein, donc, et pour aller chercher des points de super licence actuellement en F2, ça va être compliqué. Hein. Bon. En kilomètres de F1. Bah, ça se... Non, 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 ça se fait pas comme ça. Il faut avoir 25 points de super licence, point barre. Bon, what the fuck, qui s'est passé quoi? Alors, voilà. L'Eurocup 3, pour être très honnête, j'ai pas regardé beaucoup les courses. Parce que tout simplement, j'ai vu très rapidement comment ça se passait pour Jules Caranta. Ça s'est mal passé. Bon, alors, petit point au championnat, on a donc Kasper Stuka qui a pris la tête du championnat devant Mattia Kolnagi. Ernesto Rivera, malgré un plutôt bon week-end quand même, un podium, une pole, perd la tête du championnat au profit de Stuka et descend à la 3ème place. Rinicella passe 4ème. Ce top 4 est en train de s'isoler en tête du championnat. Ensuite, on a Trece Carrasquedo, Maciej Gladish, le champion hivernal qui, au final, a eu des 3 premiers week-ends assez discrets finalement. Jules Caranta qui n'est seulement qu'à la 7ème place après un week-end à la maison, hein, le Castellet, enfin c'est vraiment proche de chez lui, c'est sa région. Oui, un week-end noir, on va pas se le cacher, un seul point collecté sur 3 courses avec 3 crashs. 3 crashs globalement. Ensuite, il y a Egozi, Gareth Berry qui a remporté sa première victoire, l'ancien pensionnaire de la F4 France. Enzo Tarnvanishkoul, Macedo, Fittipaldi, Cardenas, Apkazava, Yannis Steven Edens qui n'a pas pris part à ce week-end. On ne sait pas pourquoi, il n'y a pas d'explication officielle. On a ensuite Darian Henny et Oscar Wurtz. Et à la porte des points, on a deux pilotes français, Luciano Morano, le franco-états-unien qui est 18ème, et Owen Tangavelou, le vietnamo-français qui est 19ème. Bon, Caranta c'est compliqué, même s'il n'a pas eu de chance avec l'accrochage en course 2 ou 3, je sais plus. Bah avec l'accrochage en course 2 et 3, et même 1. Enfin bref. Ouais, enfin voilà. Malheureusement il s'est fait un petit peu bully. Globalement, Jules s'est fait bully de toutes parts. Et les pilotes contre lesquels il se battait et qui ont provoqué le contact ont été pénalisés après coup, mais bah Jules ça lui fait une belle jambe. Voilà, ça lui fait une belle jambe, donc au final il n'y a qu'un seul point. Il est craché 2 fois par Tarnvanishkoul, pardon, une fois par Cardenas. Voilà, ils ont été pénalisés. C'est dur. C'est dur, et surtout là, le train de la F3 est malheureusement en train de partir sans lui, hein, voilà, selon mes informations. Donc voilà, idéalement, alors la chance en quelque sorte pour Jules, c'est que le prochain week-end arrive assez rapidement. Il y a Monza dans une dizaine de jours. Monza, c'était en plus un circuit où il avait été assez à l'aise aux essais de pré-saison, où il avait fait le meilleur temps. Ça serait vraiment bien de recoller, enfin, même en fait de signer des coups d'éclat. De signer des coups d'éclat, de refaire des podiums, aller chercher sa première victoire en formule régionale. Il en est pas loin à certains moments quand même si voilà, ce week-end au Castellet, ça a été probablement l'un des week-ends les plus douloureux à vivre de son côté. En plus, à la maison, ça amplifie la dureté de la chose. Maintenant, on n'est pas encore à mi-saison, mais voilà, comme je le dis, voilà, la F3 ne va pas attendre la fin de la saison. Voilà, les contrats, ils sont en train de se décider là sur ce. Bon, certains sièges sont déjà occupés, mais les contrats sont en majorité en train de se décider pendant l'été.
Donc vraiment en fin juin, juillet, août, c'est là où tout est en train de se décider. C'est maintenant qu'il faut performer. Ah mais en fait il était vraiment à domicile, non il n'est pas varois. Bah si, 83. 83 c'est le Var. C'est son numéro. Et c'est. Oui, non mais c'est vraiment à domicile, domicile, hein. Il n'y a pas tout. Enfin ouais. Ouais, ouais, donc assez compliqué. Il reste 5 week-ends et j'espère vraiment, vraiment qu'il pourra revenir aux avant-postes dès le week-end de Monza. Gladys aussi, j'en attendais un peu plus, pas toi. Bah ouais, ouais, enfin, surtout après son excellent championnat hivernal où il avait été champion tout simplement. Bah oui, pour le moment il est plus discret. Alors lui non plus, hein, il n'est pas épargné par la chance, notamment en qualification. C'est pas la première fois qu'il se fait avoir ou qu'il est assez loin du compte. Donc ça remonte un petit peu en course, mais euh, j'ai l'impression, j'ai l'impression, mais je caricature peut-être un peu trop, je grossis peut-être un peu trop le trait, que Caranta et Gladish, c'est à peu près les mêmes situations là. Et que ça a été. Ouais, ça a été plus compliqué. Par rapport au championnat hivernal, on avait vu beaucoup, beaucoup de promesses et où Jules Caranta était le pilote vraiment leader de Campos. Là, pour le moment, c'est plus compliqué, puisque même en qualification, alors certes, encore une fois, oui, il se fait gêner, mais quand même, à la régulière, on sent que Ernesto Rivera, il a pour le moment le dessus, quoi. Colnaghi a laissé Caranta tranquille au moins pour une fois. Bah oui, Tarn Van Ishkoul et Cardenas s'en sont chargés pour lui, donc il avait plus rien à faire, Colnaghi. Donc, bon, Gladish, normalement, il sera en F3 l'année pro. Gladish pas forcément, hein. Enfin, j'ai pas spécialement d'informations dessus. Voilà, et puis surtout, si au final, imaginons les classements restent comme ça, sixième d'Eurocup 3, ça peut valoir un redoublement. Enfin, en tout cas, sa place en F3, elle sera pas acquise, hein. Elle sera pas acquise. Caranta 3ème F4 France, Gladish 3ème F4 Espagne et les deux redoubleront. Bah c'est pas si impossible, hein. C'est pas si impossible, à voir. À voir, puisqu'après pour redoubler, hein, l'Eurocup 3, voilà, la formule régionale, ça se décide un petit peu plus tard. Mais voilà, voilà, ça serait vraiment idéal de réagir sur les prochains week-ends. Vraiment de refaire simple, genre je sais pas, vraiment c'est compliqué puisque vraiment sur les trois courses il se fait avoir trois fois et ces trois fois c'est pas de sa faute, donc c'est un peu difficile de lui tomber dessus quoi, mais voilà, faut provoquer sa réussite, provoquer sa chance, hein. Je sais pas exactement comment ça marche mais c'est ce que les grands pilotes disent. Donc écoutez, voilà. Voilà, voilà. Très serré le top 4 en tout cas, même si Osef un peu de Stuka et Rinicella. Bah évidemment, Stuka et Rinicella, c'est un petit peu plus. Enfin, des pilotes plus expérimentés, surtout Stuka. Rinicella en soi, il en est qu'à sa deuxième saison de Formule Régionale. Stuka, c'est quoi le plan en fait? Bah c'est de regagner confiance en fait. Globalement, sa saison de F3 lui a fait tout perdre. Et voilà, il prend un pas en arrière pour faire deux pas en avant, potentiellement. Voilà, c'est un pilote qui peut revenir en F3 l'an prochain, mieux préparé cette fois, contrairement à la fois précédente où il était passé de F4 Italie à F3 si rapide, trop rapidement, quoi. Peut-on s'attendre à ce que les pilotes de F4 France aillent en Eurocup 3 et non en FREC? Enfin, ouais, tu fais bien de dire FREC, enfin, je sais pas exactement quel sera le nom officiel, ouais, ou même JB3. Très honnêtement, je pense que globalement, la formule régionale européenne restera quand même un petit peu dominante, notamment côté français, puisque bah, les équipes françaises, ART, Air-Race, je ne sais pas vraiment pour Saint-Éloque, mais au moins ART et Air-Race restent dans le championnat. Donc, euh, voilà, les liens se font un petit peu plus facilement, et de même, l'Eurocup 3, c'est une très bonne option actuellement côté coût, côté budget. En 2026, c'est moins évident, puisqu'il risque d'y avoir une nouvelle voiture, et que la nouvelle voiture, c'est celle de l'Euro Formula Open, qui est très chère. Voilà, c'est pas si évident que l'Eurocup 3 soit aussi bas budget que ça l'est aujourd'hui. Bon, voilà. Donc écoutez, on verra ce que ça donne. En tout cas,
dans 10 jours, prochaine manche à Monza, et on espère le meilleur pour Jules sur les terres de Mattia Colnaghi et Valerio Inicella qui vont essayer de récupérer la tête du classement. On va passer à la... C'est quoi l'intérêt? La caisse actuelle est très bien. De l'Eurocup 3? Je sais pas. Je pense qu'ils ont peur que justement leur caisse soit un petit peu euh, déclassée en quelque sorte, vu que l'Eurocup 3 utilise actuellement une formule régionale Gen 1.5 en quelque sorte, c'est une Gen 1 mise à jour de 2023. Et là, l'Africa va passer une formule régionale Gen 2. Voilà, j'imagine que c'est pour ça qu'ils se disent ah bah faut changer la voiture, sinon on va être un petit peu à la ramasse. Je pense. En tout cas, voilà, ça paraît assez acquis d'à peu près tout le monde. L'Eurocup 3 va changer de voiture et a priori prendre la Dallara de l'Euroformula, qui a d'excellents retours, mais qui est cher. Qui est cher. Voici, on passe à la F4 France, week-end chaotique et championnat relancé. En prenant un capture d'écran du classement, je me suis rendu compte d'un truc. À la course 3, enfin de toute façon on avait commenté les 3 courses, mais à la course 3 qu'on a suivi ensemble sur Twitch, il y a 2 tiers du top 15 qui ont abandonné. Genre sur les 15 premiers pilotes du classement, 10 ont abandonné. C'est une folie. C'est une folie furieuse. Enfin, vraiment, c'est... La dernière fois qu'on a vu un truc similaire, c'était à Pau. C'était au week-end de Pau en 2023, à la course 2, où il y avait eu le gigantesque crash de Paul Lopez qui avait emmené tout le monde, avec lui. Voilà, complètement dingue. Les contacts, les crashs, les casses mécaniques aussi, malheureusement pour Mason, Sato, Iglesias. Mason, je crois que c'était une crevaison, je crois, de mémoire. Pas Iglesias, Consani, pardon. Mason, Consani et Sato. En dehors de cette course 3, quand même, on a un championnat qui est complètement relancé parce que ce n'est pas Alexandre Munoz qui a signé la double victoire, une fois n'est pas coutume, mais bien Jules Roussel qui a fait sa première victoire et même sa première double victoire, et donc il a recollé à 12 petits points d'Alexandre Munoz. Donc là, c'est plus du tout le même championnat. On est à mi-saison, Munoz est toujours en tête, il a même un petit matelas encore quand même. Mais là, c'est plus du tout le même championnat que quand il avait 47 points d'avance il y a encore une semaine. Évidemment, l'écart a fondu comme neige au soleil plus rapidement que prévu, vu que il y a eu contact entre Munoz et Roussel pour la victoire en course 3, qui a laissé des dégâts sur la voiture de Munoz seulement et pas sur celle de Roussel. Donc, il y a eu un 25-0 assez fort de la part de Roussel, alors que Munoz aurait pu dû finir sans ce contact, sans cette suspension cassée, deuxième, à la rigueur, enfin oui, deuxième en fait, deuxième. Peut-être troisième, est-ce que Dorisson aurait pu venir le chercher, je ne sais pas, mais en tout cas podium. Donc voilà, c'est un premier abandon. Roussel n'a jamais eu d'abandon. Il était très régulier jusque-là. Il avait eu 4 deuxièmes places, donc c'est pas si surprenant de le voir aussi proche de Munoz après sa double victoire. En dehors de ces deux pilotes qui se sont vraiment isolés, Roussel n'a pas pris de pénal pour avoir crash Munoz au final? Bah visiblement non, en tout cas il n'y a pas eu d'enquête. Et donc le résultat a bien été entériné. Alors après, crash Munoz, je sais pas. Moi de l'extérieur, c'était difficile à dire. Et les commissaires ont eu le droit aux caméras embarquées, donc j'imagine qu'on pouvait voir. Munoz a dû probablement un petit peu sous-virer, j'imagine, mais il y a eu une enquête, mais jugée en incident de course, nous dit Vettel Spin. Ok. Voilà, en tout cas, pour moi, il n'y avait pas crash Munoz au final. Percy, t'as pas l'impression que Roussel Munoz, c'est le remake de Peugeot Giltère? Bah oui et non. Puisque quand même, Roussel Munoz, même si Munoz est très jeune et a seulement 16 ans et est un 2009, Munoz est redoublant comme Roussel. Giltère était rookie, donc c'est pas exactement pareil, mais c'est vrai qu'on a quand même deux pilotes qui surdominent le championnat pour le moment. Donc voilà, Munoz est bien au-dessus. Ça a été plus compliqué ce week-end quand même. Ça a été plus compliqué ce week-end. Alors, oula.
En tout cas, sur TikTok, les pilotes ont l'air d'avoir tous le même avis sur Bouzard. Ah, j'ai pas du tout vu. J'ai pas du tout vu sur TikTok. Il y avait plus de hype pour Peugeot Gilter quand même. Bah, je pense qu'il y avait plus de hype parce que Peugeot Gilter avait beaucoup plus de références en karting international, notamment Evan Gilter qui avait à peu près tout gagné en karting international. Donc je pense qu'il y avait plus de hype pour ça. Et là, ouais, Munoz-Roussel, on est sur deux redoublants, même si Munoz n'avait pas fait la première manche l'an passé. En perfo pur, c'est pas trop serré. À voir. En fait, on a eu que 3 week-ends. Alors, on est certes à la moitié de la saison, on a eu que 3 week-ends. Je sais pas, est-ce que c'est aussi clair que ça? En tout cas, c'est vrai que Munoz et Roussel, c'est les deux qui répondent constamment présents à chaque séance. C'est assez impressionnant. Euh, donc voilà. Quand même, on a Arthur Dorisson qui s'est isolé à la 3e place du championnat avec une nouvelle victoire en course à grille inversée et un podium. Il a bien entendu un peu profité des incidents devant lui, mais lui, il a réussi à garder la voiture sur la piste, donc bravo à lui. Donc voilà, gros week-end pour Arthur Dorisson. Ça arrête pas. On est à mi-saison, il est voilà à une 60-70 points de la tête du championnat. Ça va quand même être compliqué à rattraper, mais pas impossible en attendant. Voilà, Dorisson 3e, c'est un peu plus dans les attentes, qu'on a pour lui, euh, pour le pilote normand. Le championnat est beaucoup trop court, il fait 12 courses de moins que la British F4. Bah, faut savoir ce qu'on veut aussi. Du coup, la British F4, elle est beaucoup plus. Alors, certes, il y a 10 week-ends, mais ça fait que les coûts sont bien plus importants. Ça fait que les coups sont bien plus importants. Dorisson aussi qui est malchanceux. Alors, il a eu de la chance à Spa, on va pas se le cacher, mais ça compense un petit peu après les week-ends de Nogaro-Dijon où il avait eu 2 casses mécaniques, je crois, même certaines avant le départ. Donc, c'était pas. Voilà, on va dire ça a équilibré un petit peu son karma, on va dire, pour Arthur Dorisson. 3 casses mécaniques. Ah, j'en comptais que 2, moi. Euh, donc voilà, Arthur Dorisson qui est 3e au classement. Derrière, on a Montego Mason, encore quand même un gros week-end, même s'il y a eu le crash regrettable avec Louis Iglesias sur la course 3 qui a éliminé les deux. Donc voilà, Louis Iglesias qui est passé meilleur rookie, P5, P7, et qui passe de justesse devant Raphaël Perard qui a eu un week-end compliqué malgré une course 3 très intéressante où il jouait la P3, P4 et au final il se fait envoyer dans le mur avec une violence assez rare quand même et il va bien. Louis Iglesias c'est frustrant parce qu'on sent que il y avait le rythme vraiment pour podium, top 5, en tout cas pour vraiment des gros points et malheureusement c'est pas allé au bout. 2 et une grosse pénale. Oui, ok, d'accord. Donc c'est pas allé jusqu'au bout. Pareil aussi pour Hugo Héroin. Hugo Héroin qui a sorti un très gros week-end, le finaliste de Field Racing. P4 sur la course 1. Il était censé s'élancer de la 3e position pour la course 3 après une super qualification. Et malheureusement, il a eu un crash en course 2 où il a été jugé fautif. Il a eu une pénalité de 5 places et du coup, il a dû s'élancer vraiment dans le peloton. Et bah voilà, de nouveau un crash au départ de la course 3. C'est dommage, mais en tout cas, on a vu des choses vraiment très intéressantes de la part des Rouen ce week-end. Aussi, parmi les autres perfs intéressantes, Malo Boyer quand même, qui a réussi à passer entre les gouttes au niveau de la course 3 et à faire son petit bonhomme de chemin jusqu'à la P4. Ryan Caretti qui a fait un double podium. Andy Consani faisait un week-end très compliqué, mais il y a une course 3 absolument fantastique où il passe de 13e à 4e et il y a casse mécanique extrêmement frustrante. Extrêmement frustrante puisque franchement il avait un rythme de zinzin, un rythme de fou furieux et malheureusement c'est pas allé, la mécanique on a décidé autrement. Ouais, pour Iglesias, il peut s'en prendre qu'à lui-même, malheureusement, pour l'accrochage avec Maassen. Je suis malheureusement assez d'accord avec ça. C'était au niveau de la ligne droite de Kemmel. Maassen a tenté l'intérieur et Iglesias a fermé la porte, mais Maassen avait déjà son museau qui était là. Voilà, c'est un incident vraiment évitable, je pense, qui a au final mis les deux pilotes au tapis et c'est vraiment regrettable car il y avait des gros points à aller chercher pour Louis Iglesias. Mais en tout cas, c'était l'un des rares rookies qui avait avec Hugo Héroin, qui avait un très bon rythme sur tout le week-end. Voilà, ça reste à noter quand même pour Iglesias.
vous voyez le reste du championnat, hein, Scaretti, Perard, Boyer, Bouzard, Giacardi, Consani, Rouen, Sato, Leurs, Sénéclose, et on a ensuite Rico Bonobello et une ribambelle de pilotes qui ont marqué leur premier point avec tous les incidents en course 3, c'est-à-dire Sacha Milošković, Hugo Martiniello, Lisa Billard qui a enfin marqué ses premiers points après 2 11e places, Piri qui avait déjà marqué des points à Nogaro, et Nicolas Pasquier. Belle performance franchement de la part de Nicolas Pasquier, qui est complètement novice à la compétition, automobile. FC Benoît 7, 7 p.m. Hein. 7 p.m. Moi je fais pas des lives à 7 a.m. Hein. Je fais pas des lives à 7h du matin. Entre ça et le crash avec Perard à Dijon, c'est vrai que ça fait un deuxième crash. C'est vrai que ça fait un deuxième crash pour Iglesias, c'est vrai. C'est un deuxième crash où il est plutôt fautif, même si encore une fois je ne sais pas si entre Iglesias et Masson il a officiellement été jugé responsable ou pas, mais pour le crash entre Perard et Iglesias qui avait coûté un podium à Perard, Iglesias avait été jugé coupable. Bon, écoutez, donc c'était quand même un week-end très intéressant qui relance le championnat. Mais c'est vrai que c'est un petit peu frustrant. Alors, c'est très sympa d'avoir les courses de 30 minutes, ça donne vraiment des super courses. Mais c'est vrai que 6 week-ends, ça fait que l'attente entre chaque week-end, elle est longue, puisque le prochain week-end, il aura lieu à Manicourt, début août. Il va falloir prendre un petit peu son mal en patience. Ça aura coûté un peu leur relation amicale aussi, de ce que j'ai pu comprendre. Ah mince. Bah après, malheureusement, c'est ce qui arrive souvent quand on arrive, quand on monte les échelons de la monoplace, c'est ce qui peut arriver. On passe plus rapidement sur les autres championnats de F4, la F4 italienne, assez intéressante, avec Kin Nakamura et Sébastien Weldon qui sont vraiment en train de s'affirmer comme deux candidats au titre. Ils ont fait 2 week-ends assez similaires. L'ex-pilote Alpine et le jeune pilote Andretti, on va dire, qui ont tous les deux gagné une course, qui ont tous les deux fait une P3, qui ont tous les deux fait des petites erreurs, qui se sont tous les deux accrochés sur la course 3 aussi. Donc voilà, ça commence à donner une petite bataille au titre intéressante. À surveiller aussi Gabriel Gomez chez US Racing, qui est pas si loin que ça. Une surprise complètement inattendue, c'est la première victoire du pilote chinois Shi Zhenroy, ou Newman Shi, assez inattendu vu qu'il n'avait jamais fait de top 4 en F4 italienne avant ça. Vous savez, c'est ce pilote qui est soutenu par CL Motorsport, qui est soutenu par DJI, qui est très 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 richement soutenu. Le Lance Stroll chinois, comme j'aime l'appeler. Là, il y a une victoire, et une victoire assez belle. C'est même pas il a profité de l'accrochage entre Nakamura, Berta et Weldon, puisque cet accrochage était derrière lui, donc intéressant. Parmi les autres pilotes à surveiller, dont on parle régulièrement, Alexander Bondarev, triple abandon, très compliqué pour le jeune pilote Williams, pour l'ancien crack du karting. C'est très 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 dur ces débuts en monoplace, il y a des années-lumière des attentes. Et puis surtout là, alors après pour une fois il était occasionnellement à la bataille pour la victoire, pour le podium, mais il se sortait... Oui voilà, il y a du mieux. Il y a du mieux parce que parfois justement il se battait devant, mais ensuite catastrophe. Catastrophe et des erreurs tout seul. Et au final un triple abandon. On va essayer... Oui, il faut voir le côté positif. Il y a eu du mieux en qualification, mais pour le reste, en course, ouais, voilà, dès qu'il a semblé pouvoir jouer quelque chose d'important, il a complètement craqué, quoi. Franchement, la F4 italienne, zéro hype cette année, même si les courses sont toujours sympas à regarder. Ouais, c'est probablement l'une des pires années de la F4 italienne, hein, en termes de niveau. On a quand même un autre pilote, un pilote français qui est engagé dans ce championnat. On en a même 2 avec Arthur Lorimier. On a Andrea Dup qui roule actuellement chez PHM. Qui pourrait potentiellement avoir de nouvelles opportunités dans les prochaines manches. Donc on va voir ce que ça va donner. Andrea Dup qui avait fait un début de saison vraiment intéressant au niveau de l'hiver en Formula Winter Series avec la toute petite équipe AS Motorsport. Et là il est passé chez PHM, mais visiblement ça n'a pas l'air de marcher aussi bien que prévu. Donc à voir ce que ça va donner pour le futur d'Andrea Dup. Arthur Lorimier, c'est vrai que en vrai, pour une équipe, en plus avec une équipe
complètement, je vais pas dire aux fraises, mais voilà, Viola Formula Racing, c'est leur première année en monoplace tout court. C'est intéressant, intéressant. Donc voilà, à voir ce que l'avenir réserve pour Dupe et Lorimier. Artem qui se débrouille bien. Ouais, mais de toute façon, c'est un très bon pilote, Artem Severiukin, hein, malgré tout ce qu'il a pu faire en karting, malgré ses dérapages, c'est un excellent pilote. Donc c'est pas surprenant de le voir à ce niveau-là. Pourquoi Stolzermani c'était pas là? Au fait, j'ai pas suivi. Bah, globalement, bah, plus de budget. Plus de budget. Après, c'est tout simplement que globalement, Stolzermanis, il a toujours un petit peu roulé gratuitement. Hein. Enfin, c'est toujours ses coéquipiers qui lui ont payé la saison. C'est un peu Préma qui lui faisait une fleur, hein, globalement, Stolzermanis. Donc, au bout d'un moment, voilà, les frais s'arrêtent et voilà, je pense aussi peut-être que Préma se dit que Stolzermanis c'est bien, c'est une bonne valeur plancher, mais bah ça va pas jouer le titre quoi. Ça manque d'un truc et ça manque de budget aussi de façon plus importante. Donc voilà, malheureusement c'est a priori la fin du voyage pour Thomas Stolzermanis en F4, à moins qu'il arrive à rebondir ailleurs, mais pour le moment j'ai pas d'informations concernant cela. Allez, spécial Nitrin, une diapo sur la F4 espagnole, puis ensuite on va passer à la F2 et la F3. La Belgique, en fait, il y a eu deux doublés belges. Thomas Strouwend a 101 points d'avance. Il a 101 points d'avance sur le deuxième. Ça commence vraiment à devenir super intéressant. Ça commence à devenir vraiment bluffant, avec une série de podiums complètement dingue. Il a fait toutes les courses sur le podium, sauf une course dont il partait de la pole. Ouais, non, franchement, peut-être que la Belgique a fini de manger son pain noir et peut-être qu'enfin il y a une génération dorée qui arrive avec Thomas Strouwen, avec Ehan Ekemans, meilleur rookie actuellement avec une série très solide là aussi de podium et vraiment meilleur rookie de très loin. Et en plus, j'ai envie de dire, c'est même pas les talents les plus prometteurs que la Belgique a, vu qu'a priori il y a aussi Thibaut Reimakers et Dries van Langendonk. Là, la Belgique, là, ouais, va falloir les surveiller. Va falloir les surveiller, en tout cas, Yanni aussi. Alors, Yanni, c'est pas la même génération. C'est pas la même génération, Yanni. C'est quand même, Yanni, c'est en 2006. C'est pas exactement la même génération et malheureusement, je pense pas qu'il aura les mêmes opportunités. Je pense qu'il aura un très bel avenir dans le sport auto au sens large du terme. Mais en monoplace, j'ai du mal à le voir aller dans cette voie-là. En tout cas, voilà, Strouwen, c'est sa troisième saison. C'est sa deuxième. Alors, il avait certes fait déjà quelques courses, mais je crois un ou deux week-ends, pas plus. Hein. Un ou deux week-ends, pas plus en 2023. Mais c'est la deuxième saison de Strouwen. Donc non, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. Et Anne Ekman, c'est vraiment intéressant aussi. Forcément, je suis obligé de faire un petit mea culpa concernant le volant Richard Mille. Alors, ça ne change rien à ce que j'ai pu dire, que comme quoi le plus rapide n'a pas gagné au volant Richard Mille. Hein, Andy Consani et Louis Iglesias étaient plus rapides. Mais cependant, on commence à comprendre pourquoi Richard Mille a jeté son dévolu sur Ehan Ekemans. Quand même, c'est vachement solide. Alors, il est toujours à la recherche de sa première victoire, de sa première pole, mais quand même, c'est franchement très intéressant. Maintenant, à voir ce que ça va donner, évidemment, sur une carrière, ce que ça va donner aussi sur la saison. On a passé le cap de la mi-saison en F4 espagnol, mais et puis on a vu de très belles choses aussi pour Louis Iglesias et Andy Consani, mais de façon beaucoup plus irrégulière. Là, Ehan Ekman, c'est beaucoup plus lisse. Est-ce que ça veut dire que Ehan Ekman, c'est peut-être plus complet que Consani Iglesias, mais peut-être aussi qu'il y aura moins de haut, mais du coup une performance moyenne plus intéressante, peut-être. En tout cas, clipper le mea culpa. Non, mais évidemment, je pense que tu as attendu ce moment pendant très longtemps, Nitram, mais voilà, au final, Ekeman s'en sort bien mieux que Iglesias et Consani, oui. Surtout pour une F4 bien plus solide que la F4 France. Alors, après, il est dans de très bonnes conditions pour performer. Anne Ekeman, s'il a fait la F4 Espagne chez MP Motorsport, il a fait le championnat hivernal avant ça.
il est dans d'excellentes conditions pour performer. Conzani a peut-être manqué un petit peu de tests avant le début de saison, mais Iglesias par contre est assez bien préparé avec la Whitfield Racing School, donc voilà, après chaque pilote est différent, chaque pilote a une courbe a une trajectoire différente, mais en tout cas c'est vraiment intéressant. C'est vraiment très intéressant de voir voilà, cette nouvelle génération belge, puisque personnellement, pour moi, quand on parlait de nouvelle génération belge, il n'y avait que Rijmakers et Van Langendonk qui sont encore en karting. Et Strouwen et Ekemans, je ne les mettais absolument pas au même niveau. Et là, ils font voilà, 4 premiers week-ends de F4 espagnol complètement bluffant. Donc à voir ce que l'avenir réserve à ces deux pilotes-là. Voilà, pour le reste, on a Przeworski qui est deuxième, qui a fait qui a fait une triple pole position quand même. Quand même en qualification, c'est solide, le pilote polonais, mais bah c'est bien de partir de la pole, c'est mieux de faire des bons départs, et malheureusement les 3 départs ont été complètement manqués. On a ensuite René Lammers 3, Ekemans 4, Nathan Tai 5ème qui a décroché sa première victoire cette saison, Francot, Cota, Montero, Cantan, Petrovic, Schwartz, Schaufler, Elfegali, Ribas, Spina, Costa, Monarca, Trappa, Bastarica, qui sont les 20 pilotes à avoir marqué des points. Ouais, aussi on peut en parler des pilotes Red Bull, Schaufler et Elfegali. Pour le moment, voilà, il n'y a pas beaucoup de coups d'éclat. Il y a des courses qui sont intéressantes, mais voilà. Oula. Oh, Mero, je l'avais pas vu venir sur Przeworski. Écoute, hein, malheureusement, je pense qu'on le sait que le monde du sport auto est assez conservateur quand même. Après, Fegali est chez Drivex, c'est ce que j'allais rajouter. El Fegali, c'est chez Drivex, c'est pas exactement le même niveau qu'on peut retrouver chez MP et chez Campos, certes. Et j'avoue que pour Niklas Schaufler, je reste un petit peu sur ma faim aussi pour le moment. Est-ce que, ouais, je sais pas si c'est assez semblable à ce qu'on voit peut-être avec Andy Consani en F4 France, je ne sais pas. À voir, hein. Voilà, il reste encore 3 week-ends, mais il n'empêche, on a quand même fait déjà la moitié de la saison de la F4 espagnole. Ce championnat, je pense, qui est pour moi honnêtement, alors qui est aujourd'hui en tout cas la F4 la plus relevée au niveau moyen quand même, la F4 espagnole est plus relevée que la F4 italienne. Allez, on passe maintenant à ce que on passe maintenant au gros de ce live, la preview de F2 et de F3. On a le droit à un double header, Red Bull Ring et Silverstone. Red Bull Ring, Silverstone, on va bien manger. Voilà. Franchement, voilà, cet été, voilà, cet été, et puis ensuite on aura Spa-Francorchamps, on aura la Hongrie, puis il y aura la finale à Monza en septembre. Voilà, ça va être chouette. Alors, je vois vos commentaires, je fais pas l'aveugle, et je suis d'accord avec vous. C'est vrai que ça va être beaucoup plus intéressant la F3 que la F2. Mais, enfin voilà, que ce soit même la F1, la F2, la F3, voilà, ça fait toujours plaisir de voir des courses sur ces circuits. Et voilà. Il dit du bien des pilotes belges et maintenant il va devoir parler en bien de Dunn, pauvre Percy. En soi, moi, alors Dunn, c'est un pilote que j'ai toujours personnellement apprécié. Même, bon, c'est plus compliqué depuis qu'il a assassiné plusieurs pilotes, mais voilà. Mais Alex Dunn, et en plus, même sur Twitter, je continue d'en dire du bien, même si je vois que les réponses concernant mes tweets sur Dunn sont pas forcément super positives, mais je continue, Dunn, je continue. Vous voyez ce classement au championnat, Alex Dunn en tête, devant Richard Verschoor, Arvid Lindblad est 3ème. Au final, quand même, on a l'un des pilotes les plus intéressants de la grille qui est en 3ème position, qui joue le titre, qui a 8 points de la première place. Donc c'est assez intéressant à noter, après sa victoire en course principale à Barcelone. Jack Crawford, Luke Browning, Leonardo Fornaroli, toujours à la recherche de sa première victoire. Pepe Marty, Victor Martins qui est 8ème. Victor Martins qui est 8ème, quoi. Enfin, bon. Sébastien Montoya qui est 9, Beganovic 10, Maini devant Mini. Waouh, attends, waouh, je viens de me rendre compte d'un truc, Kouchmaini est le premier pilote alpine. Il est devant Gabriel Mini, chose assez dingue. Oliver Goethe, 13, Stanek, Durksen, Villagomez, Miata, Cordil et Mektounif qui sont les 19 pilotes à avoir marqué des points.
Mais Pepe Marty, c'est sa deuxième saison. Eh, vous savez pas doser, hein. Comment ça, 72 ans de F2? Ça... Il a fait 1 an et demi de F2. Il a fait 1 an et demi de F2. Bon. Évidemment, enfin, sur ce début de saison de F2, il n'y a que 2 pilotes qui sortent du lot. Alex Dunn et Arvid Lindblad. Bon, pour Arvid Lindblad, on va pas se le cacher, il a obtenu sa super licence avant même ses 18 ans, chose complètement dingue, et a priori, il devrait faire la première séance d'essai libre à Silverstone en F1, donc à 17 ans. Il fonce droit vers la F1, tout le monde dit qu'il va aller chez Vekard en 2026. Voilà. Il y a certains journalistes qui ont commencé à dire sur Twitter que ça serait un remplacement d'Isaac Hadjar qui remplacerait Tsunoda chez Red Bull. Ça commence, ça commence à de plus en plus, on commence de plus en plus à lire ça. En tout cas, voilà, Lindblad, on sait où il sera l'an prochain. Il sera en F1 chez Vekard. Il y a plus de doute, il y a plus de doute possible, hein, tout simplement. Il y a plus de doute possible. Fornaroli fait du bon taf aussi, mais moins impressionnant, c'est sûr. Bah ouais, et puis enfin, en fait, il y a aussi le côté Fornaroli, il est avec Invicta. Et Invicta, vraiment, on a l'impression que c'est de plus en plus vraiment la meilleure équipe. C'est vraiment de plus en plus la meilleure équipe. Et quand on compare avec ce que faisait Bortoleto avec cette voiture l'an passé, bah on se dit, pas fou, pas fou. Alors que Arvid Lindblad, c'est la Campos, celle qui avait piloté Isaac Hadjar, et c'est super impressionnant ce qu'il fait. Même par rapport à Isaac Hadjar, c'est super impressionnant, d'autant plus qu'Arvid Lindblad, là, est rookie. Donc, Lindblad va se rater en F1. Bah après, enfin, la F1 c'est un autre monde. La F1 c'est un autre monde, et on peut avoir été très bon en formule de promotion et se rétamer en F1, demander à Stoffel Van Dorn. C'est gratuit, hein, Nitram Nitrin. Mais unpopular opinion, mais au même stade de carrière, Lindblad me hype plus que Hadjar juste avant la F1. Je pense que c'est absolument l'opinion de, malheureusement, à peu près tout le monde. Maintenant, Hadjar, il impressionne plus aujourd'hui avec la... Enfin, par ses premiers Grands Prix en F1. Il impressionne, enfin, voilà, il impressionne encore plus que ce que sa carrière en formule de promotion ne le laissait présager. Maintenant, Lindblad, il a une hype internationale absolument phénoménale, et je sais pas si c'est un lobbying de Red Bull, mais ils sont en train d'essayer de faire comme si c'était un nouveau Antonelli, ce qui pour moi n'est pas vraiment le cas. Mais je suis ouvert au débat si besoin, mais euh, Isaac Hadjar a toujours été considéré comme un très bon pilote, excellent et tout machin, et voilà, pour moi, c'est clairement un pilote qui peut avoir potentiel de gagner des grands prix. Voilà, je sais pas, champion du monde, c'est toujours extrêmement difficile à dire. Lindblad, voilà, en plus, Lindblad, il entre encore plus dans le modèle de Red Bull. Isaac Hadjar est déjà excellent, mais Arvid Lindblad, il entre dans le modèle de précocité de Red Bull. Il fait tout sur sa première année, il performe direct, etc. C'est extrêmement rare, les pilotes qui peuvent performer sur leur c'est extrêmement rare, les pilotes qui peuvent performer sur leur première année à chaque championnat, et pourtant c'est ce qu'il fait. C'est extrêmement solide. Alors après, il est très souvent dans l'une des meilleures équipes. Il a eu beaucoup plus de tests aussi qu'Isaac Hadjar. Il a eu beaucoup plus de préparation, beaucoup plus de budget, etc. C'est pas forcément... Voilà, c'est pas du tout les mêmes caractères non plus, c'est pas les mêmes budgets, c'est pas les mêmes environnements, voilà. Mais c'est vrai que si tu compares en termes de résultats bruts, c'est sûr que Arvid Lindblad, surtout à l'âge, à l'âge qu'il a, c'est complètement dingue. C'est complètement dingue à 17 ans de performer comme ça en F2. C'est complètement fou. C'est complètement fou. Le dernier pilote qui a impressionné comme ça en F2 à 17 ans, je vous rappelle, c'était Théo Pourchaire. Malheureusement, lui, il n'avait pas le bon environnement pour lui. Il n'était pas bien géré, donc voilà. Il représente un peu la diversité. Il est beaucoup suivi en Inde, un peu moins en Suède. Il est suivi en Inde. J'avais pas tant l'impression que ça. Lindblad m'impressionne plus qu'Antonelli. Venez vous battre si vous n'êtes pas d'accord. Bah écoute, rendez-vous je sais pas où. Lindblad est meilleur que Pourchaire au même âge. Je sais pas. Peut-être. Peut-être plus complet. Alors après aussi, il faut voir aussi sur la saison entière. Peut-être que justement avec tous les
tous les rêves, tous les projets de F1 qui vont entrer en compte, peut-être que le soufflet Lindblad va un petit peu se dégonfler en Formule 2. On va voir, on va voir. Lindblad, il a dû faire la FR Océanie pour gagner un championnat, faut se détendre un peu sur les comparaisons avec Antonelli. Pour moi, vraiment, c'est pas comparable. Ouais. Enfin, pour moi, Antonelli, c'est encore un niveau au-dessus, quoi. Et encore une fois, tout peut changer en F1, et peut-être qu'au final, ça sera ni Antonelli ni Lindblad, mais peut-être Dunn, ou peut-être, je sais pas, ou Thomas Strauven qui va tous les déglinguer en F1, on ne sait pas. On ne sait pas. La F1, c'est encore un autre monde, même si quand même les formules de promotion sont ce qui prépare le mieux à ça. Arthur Dorisson, si tu veux, Vettel Spin, il n'y a pas de souci. Je prends aussi. Lindblad a fait une mauvaise fin de saison en F3, donc il faut attendre la fin d'année. Bah ouais, c'est un petit peu ça. D'ailleurs, ça ressemble un petit peu à ce qu'avait fait Isaac Hadjar, qui n'arrivait pas à décrocher un titre, un vrai titre en tout cas. Et en fin de saison, genre en F4 italienne, ça s'était écroulé sur la fin. Bon, il y avait peut-être pas que peut-être aussi des petits problèmes moteurs du côté de Lindblad au niveau de la F4 italienne, mais ça s'était écroulé. En F3, ça s'était écroulé. Est-ce qu'en F2, alors qu'il est troisième à 8 points du titre, ça va s'écrouler? À voir. S'il arrive à gagner le titre, j'avoue que là, ça sera vraiment, vraiment, vraiment très impressionnant, parce qu'en plus, un pilote Red Bull qui gagne la F2, ce n'est pas arrivé depuis Pierre Gasly. À l'époque, ça s'appelait la GP2, et c'était un pilote qui avait fait 2 ans et demi de F2, donc voilà. Je pense que Dunn serait excellent en F1, non je rigole, ce serait juste excellent de le voir se rétamer. Putain, vous êtes vénère, hein, vous êtes vénère contre Alex Dunn. Et par contre, voilà, justement, Alex Dunn, c'est intéressant, parce que c'est quand même l'une des révélations du début de saison, vous allez peut-être être pas d'accord avec moi, mais en attendant, McLaren, ils ont fait un gigantesque pari de faire monter un pilote qui avait été très impressionnant en F4, en GB3 avant ça. Ils l'ont fait monter en F3, ça a été pas bon, globalement. Il a été 14e et battu par Tramnitz, son coéquipier, qui était aussi rookie. Et McLaren a fait le pari de le monter en F2, et ça marche de fou. Voilà, il nous a fait des superbes week-ends, il nous a fait des week-ends absolument cataclysmiques aussi, avec des standards de pilotage absolument immondes, mais en vitesse pure, c'est super intéressant. Maintenant voilà, en fait le souci c'est que j'ai beaucoup de mal à le voir en F1, déjà parce qu'il est dans l'académie McLaren, qu'il n'y a absolument pas de place. Euh, je ne vois pas dans quel monde il peut monter en F1, en tout cas en 2026. Je sais pas. Je sais pas trop ce que McLaren va faire de lui, puisque d'ailleurs aussi, certes, c'est très bien de gagner des courses, mais je sais pas s'il y a vraiment des équipes de F1 qui vont lui faire confiance avec tout ce qu'il fait, en piste aussi. Enfin, c'est un chien fou, hein, c'est un chien fou. Mais si quand il arrive à se canaliser, purée, qu'est-ce qu'il est exceptionnel ce pilote. Mais c'est pas tout le temps. Voilà. Donc j'ai beaucoup de mal à voir, parce que c'est pas non plus un pilote qui déborde d'argent, même loin de là, globalement. Il avait dû faire une saison de GB3 parce qu'il n'avait pas trouvé les financements pour de la F3. Ouais, IndyCar avec McLaren ou WEC, oui, pourquoi pas, pourquoi pas. En Formule E, McLaren va se retirer si je dis pas de bêtises, je crois. Euh, mais, euh, mais oui, peut-être IndyCar, peut-être WEC, ça peut aller par là. Mais en tout cas, j'ai du. Et même, enfin, WEC, pour moi, ça lui irait pas du tout. C'est vrai que la Formule E, ça lui irait très bien à Alex Dunn, mais WEC, pour moi, c'est vraiment l'antithèse du pilote de WEC. Enfin, vraiment. Voilà. Ouais, il se retire de la FE en fin de saison. Oui, je crois. Et d'ailleurs, petite aparté pour Théo Pourchère, visiblement Stellantis, ils vont essayer d'arriver peut-être ils auront peut-être 3 équipes en Formule 1 l'année prochaine. Ça parle de DS toujours. Maserati va se retirer, mais a priori Citroën, voire même peut-être Opel devrait arriver. Donc là, s'il n'y a pas Théo Pourchère en Formule 1 l'an prochain, je ne comprends plus. Il va se cracher au premier virage au Mans, on va se marrer. Ouais, non, mais voilà, c'est pour ça que je le vois pas trop en WEC, quoi. Donc voilà, mais ça reste quand même un énorme talent. Donc à voir, en tout cas, je vois pas une équipe de F1 faire le pari. Enfin, d'ailleurs, oui, j'avais vu la vidéo d'Antoine du Pit Stop F1 qui essayait de prédire un petit peu la grille de F1 en 2026, qui mettait Dunn chez Alpine. C'était osé. C'était osé comme prédiction, même si j'aimais bien ses arguments, mais je vois pas ça arriver. Je vois pas ça arriver, même si Alpine qui prend des décisions qui feraient. Euh, qui,
qui remonterait tous les fans français, ils n'en seraient pas à leur première. Donc pourquoi pas, mais j'ai du mal à voir ça arriver quand même. Bon, on va aborder là 4 meetings assez décisifs. Dunn chez Alpine alors qu'il n'amène pas 117 millions, impossible. Ouais, j'ai du mal à voir ça arriver. C'est pas un pilote payant, Alex Dunn, hein. C'est le souci. C'est le souci. Ouais. On va aborder 4 meetings décisifs en Formule 2 et en Formule 3. Bah, de toute façon, c'est bien simple. À la fin de ces 4 meetings, on va arriver. Enfin, il restera une seule manche en F3. Il en restera encore 5 en Formule 2. Mais voilà, 4 meetings avant la pause estivale. On va avoir Red Bull Ring, Silverstone, puis après Spa et Hongrie fin juillet. C'est maintenant. C'est maintenant que tout se décide, que les programmes 2026, ils se décident pour les pilotes de F2, pour les pilotes de F3. C'est maintenant qu'il faut performer, puisque si tu performes tard, bah, peut-être que tu pourras redoubler en F2 ou redoubler en F3, mais tu pourras pas voilà, aller chercher un autre championnat ou un championnat ou passer à la catégorie au-dessus, ça va probablement être trop tard et les meilleures places vont être prises très rapidement si elles ne sont pas encore, si elles ne sont pas déjà prises. Pour en faire un petit aparté voilà, sur Victor Martins, il est 8ème, il est à 46 points de la tête du championnat. En soi il n'est pas si loin. Il n'est pas si loin de la tête. On n'a pas fait la moitié de la saison en F2. On ne sait jamais ce qui peut se passer, mais bon. C'est surtout là en plus il sort d'un week-end catalan vraiment compliqué où son ART était pas au mieux et il avait encore les stigmates du crash de Dunn de Monaco. Donc à voir déjà s'il va retrouver le rythme qu'il avait sur tous les premiers meetings. T'as vous cherché à m'abattre dans le chat, hein. Tu penses que Martin sera champion de F2 l'an prochain? Tu penses que Martin sera champion de F2 en 2027? Et le pire en plus, c'est qu'à chaque fois, moi, comme un teubé, je le pronostique à chaque fois champion, et puis au final, bah voilà ce que ça donne. Bon, très honnêtement, cette année, cette fois, ça peut être que la dernière. Je pense, je ne vois pas trop comment c'est possible de refaire une quatrième. Enfin, c'est pas possible que Martin se fasse une 4ème année de F2, c'est pas possible. Enfin, il faut rester les pieds sur terre. Voilà, au bout d'un moment, il faut se réorienter en WEC. Ou voilà, on sait qu'il a un énorme talent. Il l'a montré lors des rookie tests en WEC. Il l'a montré en course des champions. Malheureusement, j'ai arrêté de croire en Martins, nous dit Homero. Il est descendu du train. Il est descendu du train. Pour être honnête, je comprends. Je comprends parce que vraiment, cette année, pour moi, c'était celle où il fallait faire comme Théo Pourchaire globalement. Pas spécialement faire une année impressionnante, mais voilà, gagner le titre. Être régulier, pas faire d'erreurs, etc. Et au final, il y a trop d'erreurs. Il y a malheureusement vraiment des erreurs que je ne comprends pas vraiment. Par exemple, la course sprint à Melbourne, ou même quand il attaque trop quand il attaque trop là sur le week-end de Barcelone, qui se fait avoir, qui manque le podium en course sprint alors qu'il est sur la même stratégie que Dunn, Villagomez, qui eux vont chercher le podium. Voilà, il en veut trop rapidement, mais c'est en fait le même schéma un petit peu que l'an passé où il essaye de se rattraper d'un début de saison un petit peu compliqué, où il n'a pas eu de chance, mais du coup il essaye de trop bien en faire et du coup c'est encore pire et du coup voilà, c'est toujours cette même spirale infernale. Et voilà, c'est frustrant. C'est vraiment frustrant. Alors après, on va se souvenir que ce qui est important, c'est les tests de F1. Maintenant, plus le temps passe et plus j'ai du mal à voir comment Martins peut être un vrai candidat pour Williams. Après voilà, ou alors, enfin sa seule chance de toute façon, c'est lors des tests F1. Il faut prouver, il faut montrer qu'il est absolument exceptionnel dans une F1. Sinon, voilà, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Mais en termes de vitesse de pointe pure, je ne cesse de le dire, je ne cesserai de le redire, ce gars-là est exceptionnel et on a rarement vu ça ces dernières années. Au niveau international même, je pense. Mais voilà, il y a trop de petites erreurs là qui viennent sur une troisième saison où il est aussi expérimenté, aussi âgé, aussi mature. C'est même pas une troisième saison comme Théo Pourchaire qui avait 20 ans, qui restait assez jeune, qui restait l'un des plus jeunes du championnat.
C'est une troisième année à 24 ans, il vient de les fêter il y a quelques jours. Donc voilà, je suis un petit peu embêté. Mais enfin, ouais, s'il y a des défenseurs de Victor Martins, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Mais c'est vrai que pour le moment, alors certes, il a eu beaucoup de malchance, il y a eu beaucoup de choses qui sont allées contre lui, mais sur cette année, il y a trop de choses, il y a trop de petites choses qui ne me vont pas. Enfin, il y a trop de petites erreurs, voilà. Euh, Ouais, Louis Foster, il a pris la pole en IndyCar, c'est vrai. Bah écoute, un ancien pilote d'Euro Formula Open. 24 ans en F2, peut-être c'est Nissany ou Bochum, on sait pas. Alors après, l'âge, je veux pas tout dire. C'était pas tant l'âge en mode, bah c'est un vieux pilote, bouh, attends. C'est pas ça. Là, je veux pas tout dire. Victor Martin, c'est un pilote qui a commencé très tard, un ancien champion de gymnastique. C'est pas. Voilà. Et puis surtout, il y a eu tout un. Il aurait pu monter beaucoup plus rapidement s'il avait eu le bon soutien au bon moment. Il n'aurait pas dû rester 3 saisons en Formule Renault, il n'aurait pas dû rester 2 saisons en Formule 3. Il y a eu trop de moments où il a stagné alors qu'il aurait pu très rapidement monter. Donc c'est pas tant l'âge, mais c'est plus en termes de maturité. Pour moi, justement, à 24 pilotes, à 24 ans, bah t'es censé être, je vais pas dire à 100%, le prime d'un pilote, généralement en F1 on le voit, on l'atteint à 27, 28 ans, 29 ans, quelque chose comme ça. Mais 24 ans en F2, tu es censé avoir un avantage en termes de maturité, en termes d'intelligence, d'expérience par rapport à des pilotes de 17 ans comme un Harvey Lindblad justement, qui a une vitesse de pointe exceptionnelle lui aussi, une fougue et qui arrive pour le moment en tout cas à trouver le bon curseur, qui arrive à trouver l'équilibre quoi. Il a plus de victoires que Villa Gomez de podium ou pas cette année? Je suis même pas sûr d'avoir compris. Mais attends, mais du coup, non. Victor Martins, il n'a pas gagné depuis l'an dernier. C'était Silverstone, je crois. Maintenant, il perd presque du temps pour aller dans d'autres catégories. Mais enfin, de toute façon, à la fois pour Théo Pourchaire à l'époque, à la fois pour Victor Martins cette année, une troisième année de F2 ne sert à rien. Ne sert qu'à faire perdre du temps dans une carrière. Pour moi, il aurait mieux fait d'aller directement en wedge. Ou peut-être que. Enfin, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Ça aurait été vraiment mieux. C'était Espagne. Attends, Espagne. Ah oui, non, je dois confondre avec la F3. Parce que Martins, il a. À chaque fois, alors que Martins a gagné que 2 fois en F2. Hein. Martins a gagné que 2 fois en F2, je sais, ça paraît fou, mais il a gagné que 2 fois en F2, une en 2023, une en 2024. La 2024, c'était la sprint de Barcelone. Il y en a que deux, j'oublie toujours ce que c'est incroyable. Hein. C'est quoi l'autre C'est quoi l'autre victoire qu'il a faite? Ah si, c'était Antonelli et Hadjar. Oui, mais c'est Silverstone 2023 du coup. 2023 Feature Race, ok, Feature Race, ok. Ok, bon. Voilà, ça ferait du bien. Ça ferait du bien quand il y a une victoire en course principale. Hein. Ça ferait du bien. Wake possible ou ELMS, bah, il avait fait le rookie test avec Alpine à l'époque. Maintenant, je sais pas comment Martins et Alpine se sont quittés. Mais très clairement, normalement, il doit avoir des options en endurance. C'est pas possible autrement. Bon, il y a aussi d'autres pilotes encore plus loin au classement que Victor Martins, qui sont en train de passer complètement à côté de leur début de saison. Pepe Marti, qui est 7ème, qui est en train de boire un petit peu la tasse face à Ravi Lindblad et qui est en train de voir ses espoirs de Formule 1, ses rares espoirs de F1, lui passer sous le nez. Dino Beganovic aussi, alors certes il a une FP1 de la part de Ferrari, mais c'est plus par défaut qu'autre chose, c'est plus parce que c'est le seul pilote Ferrari en F2 qu'il a le droit à une FP1, sinon début de saison compliqué où il est largement dominé par Browning. Et Gabriel Mini, ça je ne comprends pas, parce qu'il avait l'air d'avoir un rythme assez fou en début d'année. Et, euh, et week-end après week-end, il passe à côté, en qualif, en course. Il n'est pas là. Et même, alors, Sébastien Montoya le domine. C'est compliqué. C'est compliqué, visiblement, chez Prévin, on n'a pas trouvé toutes les solutions quand même. Non, mais ouais, Mini, c'est vraiment laborieux là. C'est vraiment laborieux. Et puis même, voilà, il est derrière Kouchmaini. Il est même pas le premier pilote de l'Alpine Academy au classement de la F2. Bon, c'est pas une année évidente. On sait le talent qu'il a, mais pour le moment,
il n'arrive pas à retrouver ce qu'on avait trouvé en début d'année. Il avait fait le meilleur temps des qualifications à Melbourne, par exemple. Il avait fait le meilleur temps des essais de pré-saison aussi, devant Martins. Et bah voilà, les essais de pré-saison n'ont pas dit toute la vérité, visiblement. Voici une bonne raison de mettre Maini en F1. Alors après, Maini, il a toujours 0 points de super licence. Hein. Mais ça m'arrangerait beaucoup d'avoir un pilote indien, mais bah non, toujours pas. Hein, toujours pas. Préma a de la chance que Montoya ait gagné la loterie de la F2 cette année. Oui, bah je pense Préma aurait préféré que ce soit Mini qui gagne cette loterie-là, hein, puisque avec un excellent moteur, je pense que ça aurait pas été pareil. Niveau espoir italien, Mini est passé derrière Fornaroli depuis la saison 2024 de F3. Je sais pas, hein. Enfin, alors, pour moi, c'est pas évident. C'est pas évident quand même, mais puisque Fornaroli, il a quand même fait Trident et Invicta, qui sont quand même peut-être les deux équipes références. Hein. Hydro doit demander à la chargée de com de la F2 et F3 ce qu'elle pense de Cordil, Dirksen, Boschung et Montoya. Ouais, justement, j'ai hâte de voir qu'est-ce que Hydro va poser comme question à Alexa Quintin. Enfin, jusqu'où oui, enfin ouais, est-ce qu'il va parler des moteurs quoi? Puisque parfois Hydro aussi il se plaint des moteurs, Mechachrome. Est-ce qu'il va parler des moteurs? Je sais pas, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Bon, pour info, a priori le week-end devrait être assez ensoleillé, même si là il y a une grosse averse qui touche le Red Bull Ring. Ce soir, pour information, en 2024, c'est Invicta, Campos et MP avaient été vraiment les trois équipes dominantes. Invicta avec Bortoleto qui avait gagné la course principale, Campos avec Isaac Adjar qui avait une casse moteur en qualification mais qui avait remonté pour aller chercher le podium. Du coup, on peut se dire, est-ce que Fornaroli, Limblad, Verschoor, est-ce que du coup c'est les trois favoris? Eh bien, on verra ça ce week-end. Allez, on en a fini avec la F2. On va pouvoir passer à la F3 et on va pouvoir s'amuser un petit peu. Il va pas oser, il va brosser dans le sens du poil. C'est le risque. C'est le risque quand on interviewe des personnes aussi importantes ouais, c'est le risque. La Formule 3, donc, vous voyez ce classement avec Rafael Camara en tête du championnat, avec une victoire très précieuse en course principale à Barcelone. Quand même assez dingue, hein, Rafael Camara, il a que 5 arrivées dans les points. Une course sur deux, c'est aucun point. C'est... voilà. Non, Homero, je pense que tu parles de la F2, et non, l'écran était bien diffusé, ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas, c'est peut-être toi qui fermais les yeux par contre. Camara donc en tête du championnat avec 26 points d'avance malgré cette irrégularité assez folle. Nicolas Tsolov est ensuite deuxième. On a ensuite Tim Tramnitz, Noah Stromstedt, Tuka Taponen, Santiago Ramos, Alessandro Giusti, notre premier français qui a une série de 8 entrées consécutives dans les points après son premier podium, aussi décroché en course principale à Barcelone. Théophile Naël, après une série de 6 courses sans le moindre point, est revenu dans les points et a signé son deuxième podium. Il est 8ème au championnat, le pilote stéphanois. On a ensuite Callum Voisin, Bilinski qui complète ce top 10, Tensorn, Van Eupen, la nouvelle recrue de l'Aston Martin Academy, le très grand Mari Boya, Ivan Dominguez, Nikita Bedrin, Tassana Pauline Trapovasak, Furtz, Delpino, Sharp, Slater, Zakaseta, Ho, Ugo Choku, Leon et Wharton qui sont les 25 pilotes à avoir marqué au moins un point. Et ensuite, en dehors des points, on retrouve Dufek qui a arrêté sa saison, Benavides, Lacorte, Sagrera, Badoer, Xie, Headley, Marinangeli, Carrasquedo, Garfias et aussi un petit nouveau quand même, Nikita Johnson. MP les plus régulières en fait, ouais clairement. Clairement les plus régulières. Après aussi ils ont quand même un sacré line-up, enfin, en tout cas surtout avec Tramnitz et Giusti, et même Delpino est plutôt au rendez-vous, et franchement au rendez-vous, notamment en qualification. En vrai ils ont un line-up très intéressant, qui arrive à bien scorer régulièrement. Je pense que Trident et Campos ont l'air d'être meilleurs, mais en termes de pilote, ça maximise plus du côté de MP. Oh mon dieu, je suis choqué de voir Johnson chez Dams, je m'y attendais tellement pas. Quelle surprise de Dams. Ouais, Dams qui a eu un petit cafouillage hein, au niveau de la communication quand ils ont dû annoncer Nikita Johnson. Mais
c'est bien le pilote états-unien qui a rejoint Dams pour remplacer le suspendu Nicolas Lacorte qui purge un meeting de suspension. On rappelle qu'il reviendra du coup à Silverstone avec plus que 6 points sur son permis puisqu'il a pris 18 points de suspension sur son permis alors qu'on n'en a que 12 normalement. Belle performance quand même de la part de Lacorte. Donc c'est Nikita Johnson qui le remplace. Qui est-il Nikita Johnson? Déjà c'est un pilote qui a été très vite étiqueté prodige, en tout cas prodige de l'autre côté de l'Atlantique, deuxième du SF 2000, grosso modo la F4 de l'IndyCar, puis deuxième de l'USF Pro 2000, donc la F3 de l'IndyCar. C'est plus compliqué depuis qu'il est passé en Europe. Il roule en GB3 depuis la mi-2024 et il peine à trouver le succès qu'il avait aux États-Unis. Il est bon. Les voitures en Indy Next sont plus puissantes qu'en F3 ou l'inverse. Alors, il est actuellement engagé en GB3 et en Indy Next. C'est une très bonne question. Je ne sais pas. Voilà. Je préfère le dire quand je ne sais pas. Indy Next, donc c'est normalement l'antichambre de l'IndyCar, donc la F2. Je pense que c'est plus puissant. Hein. Logiquement, c'est plus puissant. Il y a quand même Denis Sauger, Caio Collet qui y roule. Il a fait beaucoup parler aux États-Unis en USF Pro 2000. Tu le dis dans quel sens? Puisqu'il y a quelques suspicions aussi sur l'USF Pro 2000 au niveau de sa voiture. Voilà, avant ça, a priori, il n'y avait pas de soucis, mais voilà, il y avait quelques soucis peut-être au niveau de sa voiture. Oui, voilà, d'accord, ok. Et bah voilà, depuis qu'il est passé en Europe, en GB3, en Formule 3 britannique, c'est bon, c'est ok, ça va. Voilà. mais pas beaucoup plus. Il est actuellement 9ème avec 2 podiums pour Hightech. Donc pour Hightech, normalement, c'est censé jouer quand même plus haut. Il est battu par Fairclough, Deegan Fairclough, le champion de F4 britannique en titre. Mais il est devant Kino Lazari. Bon, c'est pas infamant qu'il ait sa place en F3. D'ailleurs, c'est très probablement un pilote qu'on retrouvera en Formule 3 l'an prochain. On n'est peut-être pas sur le pilote de l'année, c'est peut-être un pilote qui a été étiqueté crack un petit peu trop rapidement, et pour le moment, voilà, ça galère un petit peu en Europe. Mais voilà, le fait qu'il ait sa chance là ce week-end, bah, c'est intéressant. Et surtout ça nous fait découvrir une nouvelle tête qu'on risque de retrouver l'an prochain. Donc voilà, bon choix de la part de Dams, même si on se doute évidemment que quand c'est des piges d'une seule manche, c'est globalement au plus offrant. Et sauf que là, bah, Nikita Johnson, il a aussi des arguments sportifs pour lui. Donc voilà. T'as vu le drama sur le shootout de la F4 indienne? Absolument pas. Ah, absolument pas. Je suis complètement passé à côté de ça. J'étais vraiment pas mal occupé ces derniers jours. Donc je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu. Pour en revenir au championnat, on a une sorte de duel qui commence à démarrer. Maintenant, je ne sais pas si c'est un duel ou si c'est juste une illusion du classement. Mais on a. Merci beaucoup à Clem VLRD pour le follow. Merci à toi, désolé, j'ai pas remercié directement. Euh, on a envie de croire peut-être à une bataille pour le titre entre Rafael Camara et Nicolas Tsolov. Rafael Camara a 26 points d'avance sur Nicolas Tsolov. Nicolas Tsolov est régulier, chose qu'on lui découvre un petit peu cette année. Il est régulier, il y a eu des victoires comme à Monaco. Mais le souci, c'est que Camara, il est certes très irrégulier, comme on l'a dit, il y a une course sur deux où il ne marque pas le moindre point. Mais Camara, il a 3 victoires en course principale. Et voilà, comme tu le dis, fun fact, si Camara gagne encore une feature race, il deviendra le recordman de victoires en feature race en F3 à égalité avec Fred Vesti, 4 victoires. Il en a déjà gagné 3, c'est juste gigantesque. Mais il n'empêche que peut-être que Camara il est prenable. Après maintenant, on est sur des circuits un peu traditionnels. Monaco, ça avait été beaucoup plus compliqué pour Rafael Camara. Là, on va arriver sur des circuits traditionnels et je pense que la Trident sera très à l'aise, donc ça va être dur d'aller le chercher. Donc c'est pour ça que j'ai pas trop envie de m'emballer sur un potentiel duel. Et je pense aussi que Camara reste le très large favori. Donc, mais voilà, pour le suspense et aussi pour le Redemption Arc de Nicolas Tsolov, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Nicolas Tsolov, on le rappelle, qui est peut-être le prochain pilote Red Bull 2027, qui sait, on ne sait pas, puisque bah,
aussi avoir un petit duel interne entre Tsolov et Tramnitz, deux pilotes Red Bull, l'un est deuxième, l'un est troisième. Voilà, il y a des petites choses intéressantes autour de Nicolas Tsolov, qui devrait probablement, on l'imagine, monter en Formule 2 l'an prochain. Voilà. C'est intéressant et du coup ça peut faire de lui peut-être un candidat pour la F1 en 2027 chez Racing Bulls avec peut-être un Lawson qui ne resterait pas super longtemps. Écoutez, on va voir ce que ça va donner, mais là on commence à avoir un petit top 3, en tout cas top 2 qui se détache. Maintenant, à voir, ces illusions vont peut-être voler en éclats dès la qualification de ce vendredi demain, mais il y a des choses intéressantes. Pour nos Français, évidemment, pour nos Français, on avait fini le printemps sur une note excellente. Je ne vais pas dire parfaite, puisque parfaite, ça voudrait dire une victoire, mais voilà, on avait fini sur un double podium de nos Français. Théophile Naël deuxième, Alessandro Giusti troisième sur la course principale de Barcelone. Giusti est actuellement septième au classement, il n'arrête pas de monter en puissance, vraiment, chaque week-end, c'est... Enfin voilà, chaque week-end il monte en puissance tout simplement, c'est de plus en plus intéressant, de plus en plus solide. Il y a enfin un podium qui vient enfin récompenser tous ses efforts et, euh, et voilà, il a eu beaucoup de malchance et encore vraiment sur le week-end de Barcelone, sur les deux départs, il se fait un petit peu bully et donc au final peut-être qu'il aurait pu faire double podium, peut-être double podium, peut-être. Ouais, je pense qu'il aurait pu faire double podium. En attendant, quand même, il est quand même septième. Et il peut aller regarder devant lui au classement. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner pour la suite de la saison. En tout cas, je suis très satisfait du début de saison d'Alessandro Giusti chez MP. J'espère que Williams note bien. Objectif top 5, ça me paraît... Ça serait vraiment bien. Un objectif top 5 sur une première saison de F3, voilà, enfin après, il y a peut-être la F2 à aller chercher, et puis après la F2, et puis après peut-être les tests F1, et puis etc. Enfin, belle perf l'année dernière quand il s'est fait satelliser par Rinicella. Oh les souvenirs, oh purée, FCB Noah 7, t'as ravivé des mauvais souvenirs là. Euh, Non mais en tout cas, ouais, top 5, voire même peut-être mathématiquement, vous voyez, attendez, je vais remettre le classement, mais en soi, par exemple, même la troisième place, elle est pas si loin, 25 points, il reste la moitié de la saison. On verra. Giusti, vraiment, sur le premier. Sur, sur tout le week-end de Barcelone, il a battu Tramnitz du début jusqu'à la fin. Donc c'est vraiment excellent, vu que Tramnitz est plus expérimenté, a 2 ans de plus que lui. Voilà, il faut continuer comme ça. L'objectif, c'est la. Oui, bah si, l'objectif, je pense, c'est de monter en F2, mais ça dépendra de quels sont les résultats. S'il fait 7ème au final de la saison de F3, ça risque plus de redoubler, je pense. Je pense, c'est pas sûr, mais voilà. Il faut qu'il monte en F2 l'année pro pour avoir une chance en F1 potentiellement. Idéalement, c'est ça, parce qu'il y aura peut-être une fenêtre en 2027, pas avant en tout cas, avec Albon et Sainz chez Williams. Mais oui, il peut y avoir une fenêtre. Il faut traîner en F2 le plus vite possible et avoir des tests en F1, avoir du roulage. Voilà. En tout cas, bonne première moitié de saison. Et voilà, Giusti, je ne vais pas lui porter l'œil, mais en tout cas, c'est un pilote qui en 2021, 22, 23, 24 a toujours explosé vraiment sur les deuxièmes moitiés de saison. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner cette année. Pour Théophile Naël, il est actuellement 8ème avec un deuxième podium. Il s'est bien remis en selle après un petit passage à vide. Là, il retrouve le Red Bull Ring, lieu de son unique victoire en FRECA avec Saint-Éloque. C'est très bien les podiums, mais d'ailleurs il le dit lui-même dans un excellent auto-hebdo que je vous conseille d'aller acheter et d'aller lire pour l'article avec Naël, mais surtout pour l'article qui est juste après sur la F1 Academy, écrit par une personne excellente, en toute objectivité bien sûr. Ce qui est important pour Naël, c'est très bien les coups d'éclat, mais ce qui va être important vraiment, c'est la régularité. C'est voilà, continuer enfin, vraiment scorer des points, course après course, même si c'est des petits points, vraiment grappiller. Et puis c'est bien, 8ème au championnat, c'est bien. Euh, voilà, je me demande jusqu'où il peut aller, mais je lui demande juste ça, la régularité qu'a Giusti depuis le début d'année. Voilà. Guillaume, tu complètes mes commentaires. Les grands esprits se rencontrent.
Voilà, je vous laisse avec un petit peu de retard, 20h02, d'habitude on finit un petit peu plus tôt. Ramos est P6, pas P5. Qu'est-ce que tu racontes? Ramos il est 5ème. Oui, il est P6, bah oui je sais. Il est P6 puisqu'il est à ex aequo de points avec Justy, mais il est devant au nombre de victoires. Voici tous les horaires pour la F2 et la F3 et aussi la F1. J'ai aussi mis la séance d'essai libre 1 de F1 avec Dunn et Beganovic, deux rookies de la F2. Je ne sais pas s'il y aura un live puisque je suis pas mal occupé ce week-end. Il n'y aura pas de live dimanche en tout cas. Voilà, je sais. Séchez vos larmes, séchez vos larmes. Oui, désolé, oui, séchez vos larmes. Non, en vrai, je sais pas, peut-être samedi, mais je suis pas sûr. En tout cas, vendredi non plus, pas de live pour la qualif, je suis occupé toute la journée. Donc voilà, je vais voir samedi si je peux faire quelque chose, peut-être la F3, peut-être la F2. Live sprint F3, je le sens bien. En vrai, c'est pas impossible, mais 10h05, ah, c'est tôt un peu. Hein. C'est tôt, c'est bien les grasses maths aussi. Hein. Mais non, ouais, peut-être sprint F3, peut-être, on verra, on verra. Parce que j'avoue que faire un live que pour la sprint F2, par contre, ça je le sens pas du tout, tu vois. À moins, ouais, D'ailleurs, bonne chance à Consani qui passe le brevet aujourd'hui et demain. Ah bah oui, du coup c'est en 2010. Oui, bah oui, oui, bonne chance au 2010 qui passe le brevet. Bonne chance aussi au 2007 qui passe le grand oral du bac. Hein, globalement, c'est un peu cette semaine. Donc bonne chance à vous. Force à vous les 2007 et 2010. Ceux qui ont sauté une classe représentent. Et voilà, ceux qui ont redoublé, etc. Bonne chance pour les examens. Ceux qui sont en études sup aussi, qui veulent devenir ingénieurs ou je sais pas quoi, bonne chance aussi. Bon, écoutez, merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux sur ce live. Nous, on se retrouve évidemment sur Twitter, sur Insta, sur Feeder Series, sur YouTube, sur TikTok et sur Blue Sky, sur Twitch. Peut-être à samedi, on verra, je vous tiendrai au courant. J'ai justement fait mon oral de master aujourd'hui. Et bah écoute, j'espère que ça s'est bien passé. J'espère, je croise les doigts. En attendant, moi je vous souhaite à tous une très bonne soirée, un très bon week-end de course et peut-être à samedi. Bye bye.